Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Vous allez tout comprendre. Si vous aimez Trait d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est peut-être un échange que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Lorsqu'Elon Musk a finalisé son rachat de Twitter fin octobre, il a publié ce message « L'oiseau est libre ». Parce qu'il faut savoir que Musk s'est toujours décrit comme un libertarien. Il estime qu'on doit pouvoir tout dire, vraiment tout, même quand ça touche au terrorisme ou au harcèlement. Il pense aussi que le problème de la démocratie américaine vient d'un manque de liberté d'expression. D'ailleurs, l'une de ses premières actions en rachetant Twitter a été de virer l'équipe de modération et les équipes qui étaient en charge de la gestion de l'éthique. L'oiseau est désormais libre, selon lui. Mais dans la foulée, Thierry Breton, le Français commissaire européen au marché intérieur, lui a répondu « Ouais, enfin, en Europe, l'oiseau volera selon nos règles, #DSA », du nom d'un texte qui vient justement d'être publié au journal officiel. Le DSA, les deux hommes en ont déjà parlé. In Austin, together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you, most welcome. Ça a d'ailleurs donné lieu à un échange lunaire, publié au printemps dernier, sur Twitter, justement. I was happy to be able to explain to you the DSA, a new regulation in Europe. I agree with everything you said, really. Breton commence en disant « J'ai eu le plaisir de vous parler du DSA, une nouvelle régulation en Europe », et Musk lui répond « Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit ». Et là, on ne peut s'empêcher de sourire parce que soit Elon Musk n'a rien écouté de sa réunion avec Thierry Breton, soit il n'a rien compris ou rien voulu comprendre, car le DSA impose plus de régulation des plateformes, tout le contraire de ce que veut Musk. Comme il n'a rien compris et qu'avant de préparer cet épisode, j'étais aussi un peu dans le flou, je me suis dit que ça serait pas mal de revenir dans cet épisode sur ce qu'est le DSA. D'abord, c'est un texte qui a pour but de mieux réguler Internet dans l'Union européenne. Il faut dire que le dernier texte sur le sujet datait des années 2000, quand le Minitel existait encore, qu'on ne pouvait pas téléphoner et aller sur Internet en même temps, et que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Oui, c'est très douloureux pour moi de le dire. Bref, il était temps de faire une mise à jour, d'autant que le numérique est l'une des priorités de la Commission européenne, entrée en fonction en 2019, et que le problème de la régulation d'Internet, c'est un problème européen. La Commission a dit c'est un problème qui dépasse les frontières des États membres de l'Union européenne, puisque les opérateurs du numérique ont des activités dans toute l'Union européenne, donc ça relève de l'UE. Vous venez d'entendre Arthur Olivier. Il est journaliste sur le site d'information Toute l'Europe et il a beaucoup travaillé sur le sujet. Il a d'ailleurs interviewé l'un des concepteurs du DSA à la Commission. Je vous mettrai le lien vers son article dans la description. Un truc important à dire aussi, c'est que la Commission s'est rendu compte que chaque État membre commençait un petit peu à prendre des mesures, chacun de leur coin. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a pris à bras-le-corps la question de la régulation du numérique, parce que non seulement c'est transfrontière, mais c'est aussi que il y avait possiblement une fragmentation du marché intérieur qui allait s'opérer si chaque État membre faisait ses propres règles dans son coin. Et si vous avez écouté l'épisode 25 sur le rôle de la Commission européenne, vous savez qu'elle est garante du bon fonctionnement du marché intérieur. En plus, comme elle s'en est plutôt bien sortie pour faire payer des amendes aux GAFAM qui déconnaient comme Google, les États membres lui font confiance sur le sujet. En décembre 2020, la Commission est donc arrivée avec 2 propositions de texte, le DMA pour Digital Markets Act et le DSA pour Digital Services Act. Des fois, je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont payés pour trouver les titres les moins sexy du monde. DMA et DSA. Après, nous, on galère à promettre à tout le monde que si, c'est intéressant. Mais rentrons dans le vif du sujet. Ce sont 2 textes distincts qui sont présentés ensemble car ils sont complémentaires et participent tous les 2 à la régulation d'Internet. Mais ils n'abordent pas les mêmes domaines et si on avait fait un seul texte, ça aurait fait une encyclopédie. Parlons d'abord du DMA, le Digital Markets Act. Il est là pour limiter la domination économique des grandes plateformes. Donc c'est un petit peu une législation économique sur la concurrence, si on veut résumer ça.
Et là, il a été conçu pour éviter les pratiques déloyales des grands groupes. En gros, les grandes entreprises du numérique, comme Amazon ou Google, ont parfois tendance d'abuser de leur position dominante en ligne pour proposer leurs propres services en priorité. Apple a pu empêcher parfois d'utiliser d'autres services qu'Apple Pay pour effectuer des paiements. Donc là, avec le DMA, l'idée c'est que ce serait impossible. Et Apple sur les téléphones et tous les services que l'entreprise propose devrait aussi proposer de payer en ligne avec d'autres services que son propre service à lui. Voilà. Et c'est pareil avec Amazon. Amazon ne pourra pas mettre en avant ses propres produits et opérer une concurrence déloyale vis-à-vis des plus petites entreprises qui utilisent Amazon et qui ont besoin d'Amazon pour vendre en ligne. Le DMA devrait aussi éviter que dans un téléphone Google, il y ait déjà des applications Google mises en place au détriment d'applis concurrentes. On le voit, le DMA a plus pour but d'empêcher les grands groupes et surtout les GAFAM d'abuser de leur position dominante. La Commission européenne les appelle d'ailleurs les gatekeepers, car elle estime qu'il est quasiment obligatoire de passer par les GAFAM si on veut faire quelque chose sur Internet. Le DSA, c'est le prolongement de la charte de bonne conduite que la Commission européenne avait mise en place en 2016, mais elle n'était qu'incitative. Désormais, les choses sont obligatoires. Le DSA, il est là pour lutter contre la diffusion en ligne de contenus et de produits illicites. Alors en fait, une de leurs différences principales, c'est aussi leur champ d'application, puisque le DMA, il est là pour viser les grandes entreprises du numérique. Par contre, le DSA, la partie sur les services numériques, lui, il concerne toutes les entreprises qui proposent des services intermédiaires, c'est le terme officiel, aux utilisateurs européens. Donc c'est aussi bien les fournisseurs d'accès à Internet, les services en nuage, les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi les messageries en ligne. Le but du DSA, bon, on l'a dit, c'est de limiter la diffusion des contenus illicites, mais aussi la vente de produits illicites en ligne. Si on parle de contenu, c'est les incitations à la haine ou la violence, par exemple, le harcèlement, la pédopornographie ou encore l'apologie du terrorisme. Alors, il faut savoir que le DSA, il se base à la fois sur le droit des États membres et sur le droit de l'Union européenne. Donc, il considère que certains contenus sont illicites si le droit de l'Union européenne ou le droit d'un État membre dit qu'un contenu est illicite. Par exemple, en France, l'apologie du terrorisme ou d'un crime contre l'humanité est interdite. Ça rentre dans le champ du DSA. Et ça va même plus loin. Les géants de la tech devront permettre à la Commission et aux États membres d'accéder à leurs algorithmes en toute transparence. Autant vous dire qu'on a hâte de voir ça. Les plateformes devront aussi proposer des outils pour retirer rapidement les contenus illicites, un peu comme Pharos en France, mais en plus rapide. Et ce sera un outil généralisé, parce que nous, on en a l'habitude, mais il y a des pays dans l'Union européenne où il n'existe absolument rien pour demander le retrait d'un contenu. Les grandes plateformes devront proposer un outil facile d'accès aux utilisateurs pour signaler les contenus illicites en ligne. C'est-à-dire que les plateformes vont devoir être obligées de traiter et de modérer les propos qui seront signalés par les utilisateurs. Par exemple, s'il y a un moment de cyberharcèlement contre une personne sur un réseau social, la personne qui est victime de cyberharcèlement pourra signaler de façon facile les propos haineux qui lui ont été adressés, et la plateforme devra répondre pour retirer ces messages haineux. Les plateformes auront donc une responsabilité à assumer. Mais ce n'est pas le seul sujet que régule le DSA. En fait, la liste est longue comme le bras, alors je vais vous parler des thèmes principaux. Le DSA renforce aussi le règlement RGPD sur la protection des données. On le connaît notamment quand il faut accepter ou refuser l'utilisation des cookies dès qu'on va sur un site. Le DSA vient compléter en imposant aux plateformes et aux entreprises du numérique d'avoir une plus grande transparence sur comment les données sont utilisées. Et il y a un deuxième volet apporté sur cette question par le DSA et qui est assez concrète et importante, c'est que le DSA interdit concrètement de cibler des personnes avec des publicités en ligne si les données utilisées sont basées sur différents critères, à savoir la religion, les préférences sexuelles, les informations sur la santé ou encore les convictions politiques. Donc concrètement, une plateforme ne pourra pas proposer de publicité ciblée en ligne si les données utilisées sur les utilisateurs concernent l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques.
voilà, toute une série de données qui sont considérées comme sensibles. L'autre élément important par rapport à la publicité, c'est que le DSA interdit la publicité ciblée vis-à-vis des mineurs. Il faudra voir comment les plateformes se saisissent de cette question, puisque c'est parfois difficile, j'imagine, de savoir quand un utilisateur est mineur ou pas. Mais ça, c'est le travail de la commission et des plateformes dans les prochains mois. Le DSA devrait aussi empêcher les pièges utilisateurs. Les pièges utilisateurs, c'est quand on incite quelqu'un à avoir un comportement qu'il ne voulait pas avoir au début. Quand on met par exemple un gros bouton vert pour que le consommateur accepte de donner ses données à des fins publicitaires, et qu'on met un bouton gris ou rouge pas trop visible un peu dans le coin en bas à droite pour qu'il les refuse. En fait, on utilise la couleur pour tromper le consommateur qui va instinctivement cliquer sur le bouton vert. Ça, c'est un piège utilisateur et le DSA devrait l'interdire. Mais tout cela doit être précisé et les entreprises auront plusieurs mois, plus ou moins selon leur taille, pour se mettre en conformité. Bref, on l'a vu tout au long de cet épisode, avec le DSA, on ne peut pas dire ou faire tout ce qu'on veut, n'en déplaise à Elon Musk. Récemment, il a banni des journalistes parce que ces derniers publiaient la position de son jet et que ça ne lui plaisait pas. Il a aussi interdit de faire la promotion d'un autre réseau social sur Twitter, et ça, ce sera interdit par le DSA parce que ça ne respecte ni la liberté d'expression, ni la liberté de la presse. Il va donc falloir revoir quelques petites choses à partir du 1er janvier 2023. Tout simplement, Elon Musk ne pourra pas faire n'importe quoi en Europe parce que tout simplement, Twitter est un géant du numérique. Twitter opère dans l'Union européenne. Twitter est accessible aux Européens. Donc Twitter, comme toutes les autres plateformes et les autres grandes entreprises du numérique, devra être en conformité avec le DSA, le DMA et plus généralement avec toutes les réglementations européennes. Et comme Elon Musk a franchi des lignes rouges depuis plusieurs semaines, on peut logiquement se demander si Twitter pourrait en venir à être interdit dans l'Union européenne. C'est en tout cas une option qu'ont posée sur la table Thierry Breton et Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence. C'est évidemment possible que Twitter puisse être coupé dans l'Union européenne, en théorie avec le DSA et avec cette régulation du numérique. Alors Twitter peut être coupé dans l'Union européenne. Il faut savoir que le DSA comme le DMA, ils ont certains paliers dans les sanctions qui sont appliquées aux entreprises qui ne les respecteraient pas. Il y a d'abord évidemment des avertissements, des amendes. Pour le DSA, les amendes peuvent aller jusqu'à 6%, il me semble, du chiffre d'affaires d'une grande entreprise. Voilà, donc le fait de couper un géant du numérique dans l'Union européenne, c'est vraiment la dernière étape si cette entreprise ne respectait pas du tout la réglementation européenne et s'il n'y avait aucun dialogue avec la Commission, les États membres et puis les différentes autorités nationales qui sont en charge du numérique. Bref, on n'y est pas encore, mais ce n'est pas impossible non plus. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que maintenant le DSA n'a plus de secret pour vous. Merci à Arthur Olivier pour son éclairage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, en attendant le prochain, vous pouvez trouver le podcast sur Twitter ou sur Instagram. À très vite!